Bonjour mes chers collègues. Nous allons vous parler aujourd'hui donc d'un thème d'une importance capitale qui est la dysgraphie spinale ou le spina bifida, qui est une pathologie malheureusement encore courante en Algérie. Bien que cette pathologie dans les pays développés est une pathologie qui a complètement disparu. Donc voilà, en guise d'introduction, donc le spina bifida est l'expression d'une dysgraphie spinale. Au sens strict du terme, le spina bifida est un terme qui désigne un défaut de fusion des lames vertébrales sur la ligne médiane, ce qui peut entraîner une absence d'épineuse, d'apophyse épineuse, ou ce qu'on appelle une épineuse bifide. Donc, au sens strict du terme, quand on parle d'un spina bifida, donc c'est un spina bifida osseux, c'est-à-dire absence de fusion des lames vertébrales sur la ligne médiane et absence d'épineuse. Mais en pratique courante, ce terme a une signification beaucoup plus large puisqu'il inclut les méningocèles, les myéloméningocèles, les plaques médulaires, les rachis-schisis et l'encéphalocèle, plutôt qu'un simple défaut de fusion des lames vertébrales. Du point de vue épidémiologique, donc l'incidence du spina bifida est entre 0,05% et 0,4%. Elle varie d'un pays à l'autre. Les facteurs incriminés sont des facteurs ethniques. On a constaté que la race blanche est plus touchée que la race noire et la race jaune. Du point de vue génétique, on a constaté que le spina bifida est plus fréquent chez les filles que chez les garçons. Et comme facteur exogène, on a incriminé une carence en acide folique essentiellement à l'origine du spina bifida. Voilà, donc vous savez qu'il y a un rachis cervical. Là, j'ai pris un exemple type d'un rachis cervical inférieur, d'une vertèbre cervicale inférieure. Voilà. On a donc le numéro 7, les deux lames vertébrales qui fusionnent pour donner ce qui est indiqué comme chiffre 10, une apophyse épineuse. Bon, en cas de spina bifida osseux, il y a un défaut de fusion des deux lames vertébrales avec absence d'apophyse épineuse qui est là marquée par le numéro 10. Et donc, ça donne un spina bifida osseux. Alors, le spina bifida osseux, il est bénin. Il est bénin, il est des découvertes fortuites. Généralement, chez des adultes, à l'occasion donc de lombalgie traînante, et quand on fait une radio simple de la colonne lombosacrée, lombaire ou lombosacrée, on trouve donc cette absence d'apophyse épineuse. C'est un spina bifida qui est bénin, sans conséquence donc neurologique chez le patient. Du point de vue embryologique, on sait que le tube neural se développe vers la 3e semaine de la vie embryonnaire à partir d'un feuillet ectoblastique, de la plaque neurale ou feuillet ectoblastique. Sa fermeture, elle se fait dans les deux sens, dans le sens rostral et le sens caudal en même temps. Et donc, il en résulte une fermeture du neuropore antérieur vers le 23e jour de la vie fœtale et du neuropore postérieur vers le 25e jour de la vie fœtale. Le spina bifida, c'est quoi? C'est la conséquence d'un trouble ou d'un défaut de fermeture du tube neural, soit au niveau du neuropore antérieur, ce qui est à l'origine des spina bifida antérieurs, essentiellement l'encéphalocèle, occipital ou cervico-occipital, ou généralement un défaut de fermeture du neuropore postérieur, ce qui donne les spina bifida postérieurs, à savoir la méningocèle, la myéloméningocèle, la plaque médulaire, le rachis-schisis. Et donc, ce défaut de fermeture se déroule vers la 3e, 4e semaine de la vie fœtale. Sur le plan embryologique, on a aussi remarqué que malgré la fermeture du tube neural, il peut se réouvrir sous l'effet d'une hydrocéphalie évolutive vers le 2e, 3e mois du développement fœtal. Les malformations donc, qui en résultent, essentiellement par défaut de fermeture du neuropore postérieur, vont affecter un ou plusieurs tissus qui dérivent donc du neuroectoderme, soit le système nerveux, donc le tissu cérébral, les méninges, le rachis, les muscles paravertébraux ou encore le revêtement cutané.
Donc, l'atteinte, au contraire, l'intégrité du système nerveux va conditionner la gravité du spina bifida. Et on va voir donc les différents types de spina bifida donc par degré de gravité. Voilà donc une plaque donc montrant donc ici la fermeture du tube neural. Donc head, c'est la partie caudale, rostrale pardon, et bec la partie caudale. Donc les deux neuropores, donc le neuropore antérieur et le neuropore postérieur. Les flèches blanches donc indiquent la fermeture du tube neural dans le sens rostral et le sens caudal en même temps. Vers le 22e jour, donc on voit bien que le neuropore antérieur et postérieur commence à se fermer. Et vers le 28e jour, on voit que le neuropore postérieur n'est pas complètement fermé, ce qui est à l'origine des spina bifida. Du point de vue classification, il y a deux groupes de spina bifida. Il y a le spina bifida aperta, c'est-à-dire apparente. Ce groupe va inclure la méningocèle, la myéloméningocèle, la plaque médulaire, par défaut de fermeture, et le rachis-schisis, par défaut de fermeture du neuropore postérieur. Et toujours dans le spina bifida aperta, c'est-à-dire apparent, il y a l'encéphalocèle occipital, par défaut de fermeture du neuropore antérieur. Le spina bifida occulta, c'est-à-dire inapparent, donc caché, il inclut la moelle basse fixée, la diastématomyélie, le sinus dermique. Et on va voir chacune donc de ces spina bifida. Voilà donc une plaque indiquant un spina bifida occulta. Occulta, c'est juste une déhiscence de l'arc postérieur. On regarde donc, on ne voit pas l'apophyse épineuse là, on regarde donc de L5, d'accord? Donc spina bifida occulta. Ensuite, en plus de ce spina bifida occulta, en plus de la déhiscence de l'arc postérieur, on a donc l'hernie donc des méninges à travers le défect osseux. Et là, ça donne ce qu'on appelle la méningocèle, qui est recouverte par le plan musculaponévrotique et par le revêtement cutané. Et puis, il y a la myéloméningocèle, toujours à travers le défect osseux. Il y a une hernie des méninges et des muscles paravertébraux recouverts par un revêtement cutané qui est défectueux. Et au sein de la poche, aussi bien dans la méningocèle que la myéloméningocèle, dans la méningocèle, c'est une poche qui est recouverte uniquement, qui est remplie uniquement de LCR, alors que dans la myéloméningocèle, on a une poche qui est remplie de LCR avec des éléments nerveux souvent donc mal formés. Le spina bifida aperta, donc la méningocèle. La méningocèle, c'est une hernie uniquement des méninges avec une poche remplie de LCR. Les éléments nerveux sont à leur place, voilà, ils ne sont pas mal formés. Et cette hernie méningée, donc des méninges, se fait à travers le défect osseux. Alors, la tuméfaction, elle est médiane postérieure du siège lombaire, lombo-sacré ou cervical. Elle est recouverte de peau saine. C'est la particularité de la méningocèle. Donc, si on veut résumer, la méningocèle, c'est une hernie des méninges à travers la déhiscence de l'arc postérieur, le défect osseux, remplie de LCR, sans éléments nerveux et recouverte d'une peau bien épidermisée, propre et saine. C'est ce qu'on appelle la forme bénigne du spina bifida aperta et malheureusement qui est rare et qui représente que 10 à 15%. La myéloméningocèle, une forme un peu plus grave, c'est une hernie des méninges, mais à travers le défect osseux, mais aussi des éléments nerveux mal formés. La peau, elle est mal épidermisée, elle est sointante, elle est de coloration rouge violacée. Elle est retrouvée dans 80 à 90% des spina bifida aperta, c'est la forme la plus fréquente. Le siège est souvent lombaire ou lombo-sacré, elle est rarement de siège dorsal. La plaque médulaire, on passe donc à un degré de gravité supérieur, en plus d'une hernie des méninges et des éléments nerveux, donc qui sont mal formés, la moelle va se plaquer contre la face profonde du sac. Donc, cette moelle donc, qui est mal formée, plaquée, qui s'étend jusqu'à la face profonde du sac, est parfois siège d'une malformation
telle qu'une diastématomyélie, on va voir ce que c'est la diastématomyélie, ou d'une cavité syringomyélique. Le rachis-schisis, c'est le degré donc, de gravité le plus important. C'est la forme extrême et grave de la myéloméningocèle. Et c'est une forme très rare, pour ne pas dire exceptionnelle, car généralement, c'est des enfants non viables. La malformation, dans ce cas, n'est plus recouverte de méninges. On a juste un défect osseux, un large défect cutané et méningé. Donc, il n'y a pas de peau, il n'y a pas de méninge. Il y a juste une moelle épinière qui est à nu, rouge violacé, rouge anormal, donc à nu. C'est une moelle épinière qui est à nu, sans revêtement cutané et sans revêtement musculo-aponeurotique et méningé. Les corps vertébraux, au regard, bien sûr, de cette moelle à nu, sont le siège de malformations majeures. Voilà, donc des images qui montrent les différents types de spina bifida aperta. On va commencer sur l'image donc de gauche, où on a cette petite méningocèle, donc sacrée carrément, bien épidermisée, avec recouverte d'une peau saine. Et voilà, c'est la forme bénigne. L'acte chirurgical, donc ici, est plus facile et elle n'est pas accompagnée d'hydrocéphalie, la méningocèle. La myéloméningocèle, donc celle-là de siège lombosacré, on voit bien sur l'image donc du milieu, c'est une donc hernie des méninges à travers le défect osseux avec des éléments nerveux au fond au fond du sac qui sont mal formés, ce qu'on appelle des racines aberrantes, et qui est recouverte donc d'une peau sointante. Sointante, on voit bien la croûte là sur le côté avec du tulle gras, sointante, violacée, rouge violacée, mal épidermisée. On voit bien ici que juste une petite partie de la myéloméningocèle qui est recouverte donc de peau saine, avec un collet large, ce qui ne facilite pas l'acte chirurgical. Ensuite, sur l'image de droite, donc de gauche, pardon, en bas, au-dessous de la méningocèle, on a la plaque médulaire, qui est une forme plus grave de la myéloméningocèle. Voilà. On a donc un défect osseux, hernie des méninges, à travers le défect osseux, des éléments nerveux, avec une moelle donc, qui est mal formée, avec une peau donc, qui est infectée, qui est rouge violacée, un cratère carrément mal épidermisé. Ensuite, il y a la forme plus grave, c'est le rachis-schisis. Là, carrément, c'est une moelle épinière qui est à nu, sans revêtement cutané ni méningé, avec des malformations osseuses. Maintenant, si on prend, ça c'est un défaut de fermeture du neuropore postérieur. Pour ce qui est du défaut de fermeture du neuropore antérieur, on voit sur l'image, donc de droite, à côté de la myéloméningocèle, on a cet encéphalocèle cervico-occipital, donc, qui est recouverte donc d'une peau mal épidermisée, qui a fistulisé, puisqu'on voit donc ici des croûtes, qui est remplie de LCR, et on peut trouver donc du parenchyme cérébral, plus exactement du parenchyme cérébelleux, qui n'est pas fonctionnel. Alors, quelles sont les anomalies associées au spina bifida aperta, c'est-à-dire apparentes, la méningocèle, la myéloméningocèle, la plaque médulaire, le rachis-schisis et l'encéphalocèle occipital? D'abord, il y a des anomalies névraxiques, c'est-à-dire du système nerveux, et des anomalies extra-névraxiques. Pour ce qui est des anomalies du système nerveux, on a l'hydrocéphalie. Elle existe dans 80% des myéloméningocèles. Donc, l'hydrocéphalie est systématiquement associée à la myéloméningocèle et à la plaque médulaire, et on ne la retrouve pas dans la méningocèle. C'est ce qui fait la bénignité de la méningocèle. Alors, cette hydrocéphalie, bien sûr, elle est évolutive, et on a constaté beaucoup plus dans les formes lombaires et lombosacrées, et elle est moins évolutive dans la forme dorsale. Alors, cette hydrocéphalie, elle peut se stabiliser spontanément, mais souvent, cette hydrocéphalie évolutive peut se décompenser, notamment après acte chirurgical sur la myéloméningocèle. Quand on opère la myéloméningocèle, donc on ferme
le défect dural, là, il y a une fuite de LCR, donc il faut s'attendre à ce que le patient développe une hydrocéphalie secondaire. Ça quand elle n'est pas diagnostiquée en préopératoire. La deuxième anomalie du système nerveux, c'est l'Arnold-Chiari. L'Arnold-Chiari, c'est quoi comme définition? C'est une descente ou une présence anormale dans le rachis cervical supérieur à hauteur de C1, C2 des amygdales cérébelleuses. Et donc là, on parle d'un Arnold-Chiari type 1. Quand il s'associe une partie des hémisphères cérébelleux, là c'est le Chiari type 2, et une partie des hémisphères cérébelleux du tronc cérébral, là on est dans le Chiari type 2. Et dans la myéloméningocèle, souvent la forme habituelle est le Chiari type 2, c'est-à-dire hernie des amygdales cérébelleuses, une partie des hémisphères cérébelleux et du tronc cérébral. La syringomyélie ou la syringobulbie, alors on parle de syringomyélie quand il y a une cavité creusée au centre de la moelle, cavité centromédulaire remplie de LCA. La syringobulbie, c'est une cavité centrobulbaire remplie de LCA. Il peut y avoir une association, une syringomyélie étendue jusqu'au bulbe, ce qu'on appelle la syringomyélie associée à la syringobulbie. Voilà. Les anomalies extranévraxiques, c'est-à-dire autres que les anomalies du système nerveux, c'est essentiellement les malformations orthopédiques, on va les voir, donc à type de luxation congénitale de la hanche, fléchon du genou, pied-beau varus équin, pied-beau valgus équin, etc. Les malformations urologiques, telles que donc une vessie neurologique, une béance anale, des malformations viscérales. D'où l'intérêt, devant toute spina bifida, de faire donc ici un bilan général. En dehors de l'IRM cérébromédulaire, il faut faire une échographie cardiaque à la recherche d'une malformation cardiaque, telle que la communication interauriculaire, interventriculaire et autres. Il faut faire aussi une échographie abdominale à la recherche de malformations viscérales. Et bien sûr, explorer aussi les membres inférieurs à la recherche de malformations orthopédiques, déjà qui sont apparentes à l'examen clinique et qu'il faut confirmer par des examens radiologiques. Voilà là une plaque avec différentes images. On voit là sur l'image de droite, donc une hydrocéphalie triventriculaire dans un cas de myéloméningocèle, lombosacré. Triventriculaire, on a les deux ventricules latéraux, le troisième ventricule qui est dilaté, et c'est une hydrocéphalie active, puisqu'on commence à voir cette hypodensité périventriculaire, qui veut dire qu'il y a une hydrocéphalie active, donc il y a une résorption transépondymère, hydrocéphalie évolutive active. Chez un bébé, donc on voit bien ce bébé donc avec une macrocranie, augmentation du périmètre crânien. L'image donc de gauche toujours, il y a d'autres malformations cérébrales qui peuvent accompagner le spina bifida, à savoir l'agénésie du corps calleux, hypogénésie ou agénésie carrément du corps calleux, absence du corps calleux. On voit donc l'image donc en noir, c'est les ventricules. Normalement, sur cette coupe sagittale d'IRM, juste au-dessus des cavités ventriculaires, on a le corps calleux qui est absent ici. Et donc, il y a une agénésie du corps calleux avec ce qu'on appelle la polymicrogérie. La polymicrogérie ou la microgérie, c'est un cerveau, la surface du cerveau est lisse, c'est-à-dire absence de circonvolution, manque ou absence carrément de circonvolution cérébrale. Sur l'image donc de droite, donc en bas, on voit bien l'Arnold-Chiari type 2, donc à hauteur de C2, de la deuxième vertèbre cervicale, l'amygdale cérébelleuse, une partie donc du cervelet qui dépasse le trou occipital ou le foramen magnum pour arriver à hauteur de C2. Donc le spina bifida est souvent associé à un Arnold-Chiari type 2 que le type 1, qui est l'apanage beaucoup plus de la malformation de la charnière occipito-vertébrale de l'adulte, et du type 3 ou 4. Alors là, parmi les malformations associées
on a donc les malformations génitales, des sphincters plutôt. Là, on a une plaque médulaire, lombosacrée, avec une béance anale. Voilà. Et malformation orthopédique avec ce pied, donc varus en dedans, varus pied beau, varus équin. Du point de vue clinique, l'examen clinique des nouveau-nés porteurs d'espina bifida aperta doit se fixer 4 objectifs. Le premier objectif, c'est de reconnaître la malformation. Le deuxième objectif, c'est l'objectif principal, c'est d'apprécier les conséquences de cette malformation au niveau d'abord des membres inférieurs, au niveau des sphincters, au niveau de l'encéphale. Le troisième objectif que le médecin doit se fixer, c'est de rechercher les malformations associées. On les a vues sur donc, les images précédentes, à savoir les malformations neurologiques, extraneurologiques, orthopédiques essentiellement, sphinctériennes, déformations rachidiennes, viscérales, cardiaques et autres. Et le quatrième objectif, c'est de dresser un pronostic fonctionnel. Est-ce que ce patient, une fois opéré de sa spina bifida, le devoir du médecin neurochirurgien s'arrête ici? Non, s'il y a des malformations associées, ce patient doit bénéficier d'une prise en charge multidisciplinaire. Et on va voir donc dans le chapitre traitement, il ne suffit pas de faire la cure chirurgicale du spina bifida, mais c'est de poursuivre la prise en charge de ce patient au niveau des différentes disciplines en fonction de la malformation associée au spina bifida. Le spina bifida occulta, donc occulta inapparent, alors c'est le deuxième groupe de spina bifida. Celui-ci désigne un groupe hétérogène de malformations médulaires dont le diagnostic, autrefois fait par l'échographie médulaire, mais actuellement, il y a encore mieux, c'est l'IRM médulaire, donc in utero, ou l'IRM médulaire après la naissance. Alors, ce spina bifida occulta représenté par la moelle basse fixée, le phylum terminal court et épais, la diastématomyélie, le lipomètre dural, le sinus dermique. Donc, ces trois entités, c'est-à-dire la diastématomyélie, le lipomètre dural, le sinus dermique, restent les malformations du spina bifida occulta les plus fréquentes. Et puis, il y a le kyste neuroentérique qui est très rare. On commence par la moelle basse fixée, donc avec des images au fur et à mesure. La moelle basse fixée, c'est une fixation anormale. On sait que la moelle s'arrête au niveau de L1, L2 qui représente le cône médulaire. À partir de là, il y a le phylum terminal. Voilà. Alors, la moelle basse fixée, c'est une fixation anormale postérieure du cordon médulaire qui normalement s'arrête au niveau de D12, L1 ou le cône médulaire qui s'arrête à l'état physiologique au niveau des D12, L1. Dans le cas du moelle basse fixée, le phylum, ce cône médulaire, donc, est tiré plus bas que le niveau des 12L1. Et donc, cliniquement, elle se traduit par l'apparition d'un ou plusieurs symptômes neurologiques en rapport avec l'attraction de la moelle ou la fixation basse de la moelle, à savoir donc, des troubles neurologiques de type moteur, sensitif, troubles amétrophiques, troubles neurotrophiques, associés donc à d'autres malformations orthopédiques essentiellement et rachidiennes à type de kyphose, scoliose ou kyphoscoliose. Là, je reviens donc à la moelle basse fixée. Voici donc une IRM médulaire. Voilà. Donc, la flèche, il y a deux petites flèches rouges. Alors, la première qui indique que la moelle épinière doit s'arrêter normalement à l'état physiologique au niveau de D12, L1. Donc, on a un chiffre sur la vertèbre, D12, L1. Et à l'état donc pathologique, cette moelle est tirée donc plus bas que le niveau physiologique, en regard donc carrément de S1, au regard de S2, S3. Donc S2, S3. On revient donc
à d'autres malformations du spina bifida occulta. Là, on a le filon terminal court et épais. C'est la deuxième malformation fréquente du spina bifida occulta. Dans ce cas, le cône médulaire est en position normale, voilà, c'est-à-dire il est en regard de D12L1, mais le filon terminal, il est épaissi, avec une épaisseur de plus de 2 mm. Il est court en regard des vertèbres L5-S1. Alors, il y a un signe donc évocateur d'un filon terminal court et épais, c'est cette fossette cutanée sans méningocèle, sans hernie des méninges, en regard de l'espace L5-S1, qui est un signe très évocateur. On revient donc à l'image. Voilà. Donc, on a cette petite fossette cutanée, flèche noire, qui est un signe très évocateur, donc à l'examen clinique, d'un filon terminal court et épais, bien sûr, dont le diagnostic est fait par l'IRM médulaire. Ensuite, il y a la diastématomyélie, qui est un type très fréquent du spina bifida aperta. Alors, c'est quoi la diastématomyélie? C'est une malformation médulaire qui est caractérisée par un dédoublement de la moelle. Alors, donc, c'est une moelle épinière qui est divisée en deux hémimoelles, voilà, et les deux hémimoelles sont séparées par un éperon médian. Il est soit osseux, soit cartilagineux. Alors, maintenant, la diastématomyélie, elle est classée en deux types. Il y a le type 1, il y a le type 2. Le type 1, c'est deux hémimoelles et chacune est dans un étui dural. Et les deux hémimoelles, chacune dans un étui dural, sont séparées par un éperon osseux ou cartilagineux. Le type 2, c'est les deux hémimoelles sont dans le même étui dural et toujours séparées par un septum fibreux ou cartilagineux. Alors, les signes cutanés sont variés de la diastématomyélie, mais représentés essentiellement par l'hypertrichose, mais qui est un signe inconstant. L'hypertrichose, c'est quoi? C'est une touffe de cheveux, mais c'est un signe inconstant dans la diastématomyélie. Ce qu'il faut retenir, c'est dans la diastématomyélie, c'est une moelle qui est scindée en deux, séparée par un éperon osseux ou cartilagineux. Le type 1, chacune des deux hémimoelles est dans un étui dural séparé. Et dans le type 2, ils sont dans le même étui dural, toujours séparés par un septum fibreux. Alors, ce qui caractérise cliniquement la diastématomyélie, c'est les troubles neurologiques, essentiellement le déficit moteur qui est d'installation progressive, avec ou sans les troubles sphinctériens. Donc, cliniquement, la diastématomyélie peut se traduire soit par un déficit moteur, il peut s'y associer ou carrément de façon isolée des troubles sphinctériens. On sait tous que le nourrisson acquiert sa propreté sphinctérienne à partir de l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. Au-delà de cet âge, donc les troubles sphinctériens doivent, c'est-à-dire l'incontinence anale, vésicale ou vésico-anale, doit attirer l'attention donc du médecin. Parfois, elle se traduit carrément par des malformations orthopédiques. Bon, la moelle basse fixée peut être isolée, mais parfois elle est associée à d'autres malformations du spina bifida aperta, telles que par exemple une myéloméningocèle, un lipome, un kyste dermoïde ou autre. On revient donc à la diastématomyélie. Voici donc les trois coupes donc d'en haut. On commence donc de gauche à droite. Là, une coupe frontale montrant donc une diastématomyélie. Voilà, on a les deux hémimoelles qui sont séparées par ce petit éperon osseux ou cartilagineux qui apparaît donc sur le scanner, voilà, qui apparaît sur l'IRM, pardon, en hyposignal. Donc le LCR tout autour, il est en hypersignal. Donc on a les deux hémimoelles avec donc ce petit éperon osseux ou cartilagineux entre les deux hémimoelles et qui apparaît en hyposignal. Ensuite, sur la coupe axiale, on voit très bien les deux hémimoelles
voilà, avec un éperon osseux. Cet éperon osseux qui est représenté sur une fenêtre osseuse, vraiment, qui est très évident, cet éperon osseux qui partage les deux hémimoelles. Alors, ensuite, il y a le lipome intradural. Le lipome intradural, c'est quoi? C'est une masse adipeuse qui peut être juste à développement extra-rachidien ou à développement extra- et intrarachidien. Alors, la masse intrarachidienne, elle est constante. Elle pénètre la dure-mère du cul-de-sac en se fixant sur la face postérieure ou postéro-latérale de la moelle. C'est ce qui fait quand même, ce qui est à l'origine des troubles neurologiques et ce qui fait aussi la gravité de cette pathologie qui est le lipome intradural. Ce lipome intradural, il est très adhérent, soit aux éléments nerveux, donc aux racines nerveuses à partir donc au-dessous de L2, soit au niveau de la moelle. Donc, cette masse intrarachidienne adhérente à la face postérieure ou postérolatérale de la moelle va se continuer avec la masse graisseuse, adipeuse, sous-cutanée, extrarachidienne, sous-cutanée, et qui va donc déformer le revêtement cutané sous-jacent avec déviation du pli interfessier. Parfois, il s'y associe donc à cette masse adipeuse un angiome cutané, une hypertrichose, touffe de cheveux, qui sont parfois d'une importance diagnostique capitale. Mais chez l'enfant et l'adolescent, quand la masse elle est purement intrarachidienne, il n'y a pas de masse extrarachidienne évidente qui permet de faire le diagnostic à l'étape clinique, ce sont surtout les troubles neurologiques qui permettent de poser le diagnostic. On revient donc à ce lipome intradural, voilà, cette masse graisseuse sous-cutanée qui déforme le revêtement cutané avec déviation du pli interfessier et se continue avec une masse intrarachidienne mise en évidence par l'IRM médulaire. Ensuite, il y a le sinus dermique. Alors, le sinus dermique, c'est quoi? C'est un petit pertuis qui part de la surface de la peau et qui se termine au niveau de la colonne vertébrale. On voit bien sur cette image ce petit pertuis, voilà, recouvert d'un angiome, donc cette rougeur d'un angiome plan, cet aspect donc rouge violacé, c'est l'angiome plan cutané qui s'y associe avec une petite touffe de cheveux, l'hypertrichose. Donc, de siège, le sinus dermique est souvent de siège lombaire, il est soit borne, c'est-à-dire fermé et donc bénin, ou carrément, il est ouvert dans la dure-mère. Il se continue généralement avec un kyste dermoïde intradural ou extramédulaire. Alors, l'orifice est généralement sur l'anus médiane. Il est caché, comme on voit bien sur la photo donc de droite, par un angiome plan ou par une hypertrichose, comme l'image donc d'en bas, cette touffe de cheveux qui est un signe évocateur donc d'un sinus dermique. Le sinus dermique aussi peut être de découverte fortuite, diagnostiqué suite à un tableau de méningite à répétition par l'association donc d'un kyste dermoïde intradural extramédulaire souvent associé. Comment diagnostiquer le spina bifida? Alors, le diagnostic positif, et bien sûr, est un diagnostic clinique. Et le diagnostic il est clinique, notamment dans le cas des spina bifida aperta, c'est-à-dire apparente. La méningocèle, on a vu, c'est cette hernie des méninges avec un sac rempli de LCR, avec une peau qui est propre, qui est saine, bien épidermisée. La myéloméningocèle, donc, cette hernie des méninges avec un sac rempli de LCR des éléments nerveux. La peau, par contre, elle est mal épidermisée, elle est sointante, parfois avec des croûtes en rapport avec donc, les fistules à répétition, de couleur rougeâtre, rouge violacé, la plaque médulaire aussi, et le rachis schisis et l'encéphalocèle. Donc, dans le cas d'un spina bifida
aperta, le diagnostic clinique est évident. Maintenant, dans le cas du diagnostic, dans le cas d'un spina bifida occulta, s'il n'y a pas association d'une myéloméningocèle du plaque médulaire et en absence donc et devant des signes neurologiques, donc le diagnostic de certitude n'est fait que par l'imagerie. Alors essentiellement, donc actuellement, c'est l'IRM cérébromédulaire. L'IRM cérébromédulaire qui permet non seulement de faire le diagnostic du spina bifida, mais aussi de mettre en évidence les malformations associées. Et on les a vues, les malformations associées du système nerveux, à savoir une hydrocéphalie, donc évolutive ou stable, sans résorption transépendymère, une hydrocéphalie qui n'est pas active, une malformation de la charnière occipito-vertébrale, une agénésie du corps calleux, une microgérie et d'autres malformations cérébrales qui peuvent être associées. L'échographie transfontanellaire, qui est actuellement supplantée par la TDM cérébrale, permet surtout de mettre en évidence l'hydrocéphalie stable ou évolutive. Mais c'est l'IRM cérébromédulaire qui permet de faire un diagnostic détaillé du spina bifida et des malformations nerveuses associées. Bien sûr, devant toute vicie neurologique en rapport avec le spina bifida, il faut faire un bilan urodynamique et l'EMG pour surveiller le patient afin de détecter une éventuelle complication. Le traitement. Alors, le traitement, maintenant, il y a le traitement d'urgence, il y a le traitement différé. Le traitement, il est soit de première intention, soit de seconde intention. Alors, dans le cas d'un traitement de première intention, selon le type de spina bifida, quand elle est aperta, spina bifida aperta, c'est-à-dire apparente, là, dès la naissance, il faut préserver donc le spina bifida ou la lésion de toute infection et surtout éviter sa rupture. Parce qu'à partir du moment où le spina bifida est rompu, ça devient une urgence. Il faut opérer en urgence donc le spina bifida afin de prévenir les complications, essentiellement donc la méningite. Et dans ce cas, les premiers gestes qu'on peut faire, c'est de placer l'enfant en décubitus ventral et de recouvrir donc le spina bifida d'un pansement stérile. Alors, on opère dans une seule situation si la malformation est rompue. Voilà. Ou celle qui menace de se rompre. Voilà, c'est-à-dire un spina bifida sointant, par exemple, qui commence à fistuliser, qui commence donc ici à fistuliser, même si la fistule n'est pas importante, et donc qui risque donc d'entraver le pronostic donc vital du patient. Voilà. Donc voilà, il faut opérer les malformations rompues ou celles qui menacent de se rompre. Maintenant, l'urgence est différée pour les spina bifida qui sont bien épidermisés ou plus ou moins bien épidermisés et donc sans risque de rupture et de complications de méningite. Maintenant, le geste chirurgical consiste à quoi? La cure chirurgicale de la malformation, en réalité, il faut savoir qu'en opérant, par exemple, une myéloméningocèle, il ne faut pas espérer améliorer les paralysies existantes. Quand on opère, donc, cet acte chirurgical se fait avec stimulation des éléments nerveux. Donc, une fois on est dans le sac, on doit stimuler tous les éléments nerveux et les éléments nerveux qui sont fonctionnels doivent être réintégrés et réintégrés dans le sac. Une fois ces éléments nerveux sont respectés, réintégrés dans le sac, on ferme donc le sac dural, c'est-à-dire la dure mère, les méninges, le plan musculo-aponevrotique et le revêtement cutané. Alors, le traitement, bien sûr, ne doit pas s'arrêter du spina bifida, ne doit pas s'arrêter uniquement à la cure chirurgicale du spina bifida, mais il faut traiter surtout l'hydrocéphalie.
notamment quand elle est évolutive. Généralement, c'est un geste qui se fait en un seul temps opératoire. On opère le spina bifida, puis on met une dérivation ventriculo-péritoniale chez ce patient. Voilà. Pourquoi? Car le traitement de l'hydrocéphalie va permettre donc au spina bifida opéré donc de mieux évoluer, de mieux cicatriser. Car sous l'effet d'une hyperpression de LCR, on peut avoir donc une fistule de LCR et risque de méningite. Si ce spina bifida, bien sûr, est associé à des malformations orthopédiques, telles qu'on a vu donc sur l'image, des déformations orthopédiques telles qu'un pied-bout, varus-séquin, un pied valgus, etc., il faut bien sûr confier ce patient, une fois l'hydrocéphalie traité, le spina bifida est traité, il faut adresser ce patient au kinésithérapeute afin qu'il confectionne des attelles de posture. En cas bien sûr d'association de malformations urologiques, il faut prévenir et traiter donc ces malformations afin de prévenir les infections urinaires à répétition. En cas de spina bifida occulta, la diastématomyélie, dans le cas de la diastématomyélie, la chirurgie doit être préventive, c'est-à-dire vers le sixième, entre le sixième et neuvième mois de la vie, entre le sixième et le neuvième mois après la naissance. Car en absence de traitement, le risque d'aggravation tardive est possible. Alors, donc les avis sont partagés quant à la chirurgie de la diastématomyélie. Certains neurochirurgiens optent pour le suivi, c'est-à-dire en absence de troubles neurologiques, on surveille le patient, on suit et on surveille le patient s'il n'y a pas de troubles neurologiques. D'autres neurochirurgiens optent pour l'acte chirurgical car le risque d'aggravation tardive est possible à l'avenir. Alors, pour ce qui est du lipome intradural, alors, en absence toujours de troubles neurologiques, on peut adopter l'attitude wait and see, c'est-à-dire on surveille le patient et on opère s'il y a apparition de troubles neurologiques. Actuellement, la plupart des neurochirurgiens adoptent donc la méthode d'opérer précocement avant l'apparition des troubles neurologiques. Et là, le principe du traitement chirurgical est de libérer la moelle et les racines nerveuses de la masse lipomateuse ou adipeuse, ce qui n'est pas un acte anodin, facile, car la masse adipeuse est très adhérente aux éléments nerveux. Et donc, le risque d'aggravation neurologique post-opératoire est possible et de l'ordre de 4%. Le sinus dermique. Alors, quelle est la conduite à tenir en cas de sinus dermique? En cas de sinus dermique, on a vu, c'est ce petit pertuis qui va de la peau jusqu'au rachis, donc jusqu'au rachis, et qui peut être soit bon, c'est-à-dire fermé, ou carrément s'ouvrir dans le sac dural. Alors, le traitement chirurgical consiste non seulement à réaliser l'exclusion de la fistule, mais de la poursuivre jusqu'à son point de pénétration intradurale. Il faut suivre donc ce pertuis jusqu'au niveau du fourreau dural, et là, il faut ouvrir la durmère, et en cas d'un kyste dermoïde associé, il faut bien sûr enlever ce kyste dermoïde associé dont la rupture peut être à l'origine de méningite à répétition. Ça, c'est le traitement de première intention. Le traitement de deuxième intention, et c'est là où toute l'équipe doit intervenir, à savoir donc le chirurgien infantile, le chirurgien cardiaque, donc le céciste, le chirurgien cardiaque, le kinésithérapeute, le rééducateur, le neurochirurgien. Donc, c'est toute une équipe qui doit
donc qui doit prendre en charge ce patient. Car si le patient est confiné juste au neurochirurgien, au niveau du neurochirurgien qui va opérer ce spina bifida et puis le patient, il est perdu dans la nature, on ne peut pas espérer donc une amélioration chez ce patient. Et c'est un patient qui va traîner donc toute sa vie avec des complications autres que neurochirurgicales. Donc, il y a le spécialiste donc urologique, orthopédique, neurochirurgical, kinésithérapeute, rééducateur, qui doivent tous donc s'entraider pour prendre en charge ce patient. Maintenant, le véritable traitement, bien sûr, reste la prévention. C'est le dépistage et le conseil génétique. Alors, avant d'arriver à l'échographie fœtale et à l'IRM fœtal, l'idéal, bien sûr, est de faire le plus gros travail, de le faire au niveau de la PMI, la protection maternelle et infantile. On doit conseiller donc à toute femme jeune en âge de procréer de prendre de l'acide folique donc pour éviter ou à la limite pour diminuer le risque d'avoir donc un enfant avec spina bifida. Donc le gros travail reste au niveau de la protection maternelle et infantile, au niveau de la PMI. Maintenant, le dépistage doit se faire précocement. Déjà, donc à l'âge fœtal, donc par une échographie fœtale, mais actuellement, on a encore mieux, c'est l'IRM fœtal. Ensuite, il y a le dosage de l'alpha-fétoprotéine, mais qui reste non spécifique des spina bifida. Encore le dosage de l'acétylcholinestérinase après 15 semaines d'aménorrhée, il est plus spécifique dans pratiquement 100% des cas. Il y a l'étude du karyotype qui est la recherche d'anomalies chromosomiques. En conclusion, on peut dire que le spina bifida est une affection neurologique de l'enfant, du nourrisson, du nouveau-né, du nourrisson, plus exactement. Les mécanismes qui sont à l'origine sont mal connus, donc on a incriminé plusieurs facteurs ethniques, les facteurs donc exogènes, facteurs ethniques, la race, essentiellement la race blanche, la sous-alimentation, les conditions climatiques. Donc les pays froids sont connus avoir plus de spina bifida que les pays chauds. Donc plusieurs facteurs, les facteurs génétiques, le terrain familial. Donc, plusieurs mécanismes qui sont incriminés. Le handicap fonctionnel est lourd, il est surtout moteur. C'est des enfants donc, qui sont pratiquement contre le déficit moteur, donc qui est total, par exemple en cas de paraplégie. Donc, c'est un enfant qui va traîner donc cet handicap donc moteur toute sa vie. Il est confiné au fauteuil roulant, donc avec toutes les conséquences qui peuvent en découler. Le handicap aussi mental, quand il y a association d'une hydrocéphalie évolutive, donc il y a des troubles psychomoteurs, conséquences donc de cette hydrocéphalie. Les troubles psychomoteurs aussi en rapport avec des malformations cérébrales. On a vu la génésie du corps calleux, la microgyrie, la polymicrogyrie. Les malformations extracérébrales aussi, telles que urologiques, essentiellement, sphinctériennes, dans la béance anale, la vessie neurologique, les complications orthopédiques, voilà, font de ce spina bifida pas une entité isolée, mais souvent une entité associée à beaucoup de malformations qui font de cet handicap fonctionnel un handicap très lourd. La prévention est de mise, car l'idéal maintenant est de prévenir, comme on l'a dit, de faire le gros travail au niveau des maternités. Donc, conseil, au moment, donc, en âge de procréer, de prendre de l'acide folique. La question d'interruption thérapeutique de grossesse, une fois le diagnostic du spina bifida est fait, est largement débattu, mais on a donc vu donc on a des blocages donc du point de vue religieux. C'est une question donc qui est débattue, mais par rapport donc à l'éthique morale et religieux
donc on n'arrive pas donc à adopter cette technique donc d'interruption thérapeutique de grossesse, sauf bien sûr si la vie de la maman est en danger. La prise en charge, bien sûr, ne se limite pas au neurochirurgien, mais elle est multidisciplinaire et elle doit se faire dans des centres spécialisés. Le pronostic, bien sûr, on le connaît, le pronostic fonctionnel, c'est un pronostic fâcheux. Une fois que le déficit moteur est installé, surtout si c'est un déficit qui est total, et donc le pronostic va dépendre du degré d'atteinte neurologique, essentiellement donc ici motrice, et de la précocité, bien sûr, de la prise en charge du patient. Je vous remercie. S'il vous plaît, pour la dose d'acide folique, en préventive. Donc, alors la posologie est de 1 comprimé par jour. Donc, cette prévention, elle doit être entreprise, bien sûr, 4 semaines avant la conception, avant la grossesse, et se poursuivre 8 semaines après la grossesse. Alors, des études ont montré, donc, plusieurs études ont montré les résultats suivants. Qu'un taux sérique, par exemple, d'acide folique ou de folate de 5 mg par millilitre, plus un apport de 0,2 mg par jour, entraînerait le risque de 20% de spina bifida. Et qu'une hausse de 1 mg par jour, donc 1 mg par jour, va entraîner une baisse du risque de l'ordre de 57%. Donc, c'est pour vous dire que l'importance de l'acide folique dans la réduction du risque de développer un spina bifida. Donc, on l'a dit, elle est de 1 comprimé par jour, c'est 4 semaines avant la conception de la grossesse, et elle doit se poursuivre 8 semaines après la conception de la grossesse. Maintenant, ça reste des études. L'acide folique ne permet pas de prévenir à 100% le risque de spina bifida, mais de réduire le risque. Là, donc, il y a une étude européenne qui a montré qu'un taux sérique de 5 mg par millilitre de folate, avec un apport de 0,2 mg par jour, va permettre une baisse du risque de l'ordre de 20% du spina bifida. Alors, c'est la même question qui revient par rapport à l'acide folique. Maintenant, il y a une autre question. Alors, pour ce qui est de la méningocèle, pour le collègue donc, qui vient donc, de poser la question sur la méningocèle c'est la forme la plus bénigne du spina bifida. Alors, la peau, il y a juste un sac, une hernie des méninges avec du LCR, il n'y a pas d'élément nerveux. Donc, on ouvre le sac, on vide le sac de LCR, on ligature, on va vers la dure-mère, on ligature le collet, d'accord, on ligature le collet et on ferme les plans musculo-aponevrotiques et le revêtement cutané. C'est la forme la plus bénigne, il n'y a aucune complication, il n'y a pas d'hydrocéphalie, il n'y a pas de déficit neurologique puisqu'il n'y a pas d'élément nerveux. Merci pour la collègue. Alors, pour numéro 1, merci beaucoup pour la présentation. On prend en charge beaucoup de malades du spina bifida en tant que médecin physique. Pour les malformations orthopédiques, les problèmes sensitifs, sensitivo-moteurs et aussi la vessie neurogène. Bien sûr, le rééducateur reste bien sûr la pièce maîtresse dans la prise en charge du spina bifida. C'est la pièce maîtresse, c'est l'acteur principal dans la prise en charge du spina bifida. Parce qu'après l'acte chirurgical, le premier médecin qui reçoit le spina bifida, en cas de déformation orthopédique, on a vu, c'est le médecin rééducateur et kinésithérapeute qui permet de corriger les malformations orthopédiques et la vessie neurologique, bien sûr. Alors, merci. Donc, j'ajoute juste que la société civile fait aussi partie de la prise en charge. Les professionnels de santé, les institutions et aussi les familles de malades, représentées par notre bien sûr, l'association, bien sûr. Il y a les associations de spina bifida. Donc, je ne sais pas je sais qu'il y a des associations au Canada et en Europe. J'aimerais bien savoir s'il y a une association de spina bifida en Algérie. Voilà, qui permettent donc la prise en charge de ce type de patient. Alors, devant toute hypertrichose, on doit demander un scanner vu sa fréquence comme signe. L'hypertrichose, donc la touffe de cheveux, est un signe en faveur donc
on a vu des sinus dermiques. L'hypertrichose en plan cutané. Mais souvent, il y a ce petit pertuis, donc c'est cutané qui est associé. Il n'y a pas, parce qu'il y a des gens qui ont cette hypertrichose, mais qui n'est pas pathologique. Donc, quand il y a ce petit pertuis cutané avec cette hypertrichose ou un angiome cutané, c'est des signes cliniques, c'est des signes cutanés en faveur d'un sinus dermique. Malformation cardiologique, non. Est-ce qu'il y a des signes cardiaques d'appel, des signes d'appel d'ordre cardiaque? Non. Nous sommes là, Association Spina Bifida Bijaya. Bravo pour l'association Spina Bifida Bijaya, la seule en Algérie. Bravo à vous. Donc, c'est 10 mg d'acide folique pour la femme enceinte. On a vu ces 4 semaines avant l'âge de procréer. Elle se continue 8 semaines après. Bien sûr, il y a une interaction avec les antiépileptiques. Elle devient inefficace en cas où la femme donc est épileptique. Spina Bifida, Bijaya.dz. Bravo pour l'association Spina Bifida. C'est une nouvelle information. Jusque-là, on a vu des Spina Bifida, des associations Spina Bifida au Canada, surtout, et un peu partout en Europe. Mais là, c'est une première. Bravo pour cette association. Je vous remercie tous de m'avoir accompagné